Voilà, donc bonsoir à tous et merci encore de nous permettre de présenter ce projet lors de cette réunion publique à distance avec toute la technologie qui fonctionne très bien. Alors en quelques mots, donc, c'est une société qui s'appelle GNR Estate et qui réalise en province du Brabant wallon et en province de Namur des projets de construction groupée, principalement des maisons unifamiliales, groupées, construites ensemble, de manière à ce qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres. Dans les slides qui vont suivre, on peut passer à la page suivante, sont représentées quelques-unes des réalisations qui ont été faites récemment. Ici, on est à Ferney-le-Mont, à Neuville-les-Bois, en construction de 4 maisons donc en province de Namur. À la page suivante, on illustre un projet de 5 maisons qui a été fait sur Perouet, Malève-Sainte-Marie, en Brabant wallon, un ensemble de 5 maisons, unifamiliales aussi. Et à la page suivante est représenté un projet qui nous tient fortement à cœur, qui a été réalisé il y a quelques années sur la commune de Jodogne, à Jauchelette, et qui prévoyait la création d'une nouvelle voirie. Une nouvelle voirie avec deux placettes sur lesquelles s'articulent les maisons, autour desquelles s'articulent les maisons. Et c'est un projet qui était sympa, qui est très beau, et qui nous a valu quelques chouettes articles dans la presse, dans la mesure où certaines autorités ont estimé que les espaces publics avaient été aussi bien soignés que les espaces privés, contrairement à ce que on voit dans beaucoup de projets d'urbanisme ou d'urbanisation, où les maisons sont en fait en randonnion, sans vraiment une gestion de l'espace public. C'est un peu cet esprit-là qu'on aurait aimé créer au bout de la rue Saint-Roch, et on peut passer à la page suivante. On est donc rue Saint-Roch à Godine. C'est une rue qui termine en fait par un terrain non bâti, qui est bâtissable au plan de secteur. Et le projet qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui consiste en fait à la construction d'un habitat groupé de 8 maisons unifamiliales. Ce sont des maisons assez classiques, de 3 à 4 chambres par maison, 2 salles d'eau. Ce sont des maisons de gabarit premier étage engagé, donc plutôt un gabarit plutôt bas, sauf 2 maisons qui seraient de part et d'autre de la placette. Donc la rue serait prolongée exactement dans la même forme que la rue Saint-Roch existante. Et au milieu du dessin apparaît un rectangle. Et ce rectangle serait une place en pavé pour marquer un lieu d'arrêt avec un banc public. Et ça le permet, on va le voir à la diapositive suivante, ça permet aussi le retournement de camions. Actuellement, la rue Saint-Roch est assez étroite. Il ne permet pas à un camion de faire demi-tour, il doit faire marche arrière. Avec cette place, ça permet d'une part de marquer la fin de la rue et à la fois de faire un demi-tour pour les camions. La rue Saint-Roch serait prolongée jusqu'à la dernière habitation. Ce qu'on voit en partie verticale, c'est en fait la venelle privée, actuellement qui a un statut privé d'ailleurs, et qui rejoint le supermarché Spar en contrebas. Le statut de ce chemin ne fait pas partie en fait du projet. Notre projet consiste vraiment à rallonger la rue existante et de faire un ensemble de 8 maisons. Et à partir de cette place centrale partiraient les deux chemins tels qu'ils sont maintenant dans l'état des choses. Un chemin, un sentier qui part vers la droite et la venelle qui part vers le haut. Ce sont des parcelles qui ont toute une superficie assez généreuse, l'objectif n'étant pas de maximiser le nombre d'habitations par mètre carré de terrain. Chaque terrain a minimum une vingtaine de mètres ou 25 mètres de large, une superficie minimale de 10 arts par lot, ce qui est dans la bonne moyenne de la rue, si pas supérieur. Certaines parcelles même, en haut à droite notamment, ont une superficie nettement plus importante, et je crois que c'était un but commun partagé par tout le monde, de ne pas densifier à outrance. L'objectif est d'avoir un terrain qui reste boisé autant que possible. On va bien sûr déboiser à l'endroit des jardins et des fonds des maisons, mais les fonds de jardin resteraient boisés, d'autant plus que au-delà des sapins qui sont dont beaucoup sont à maturité et qui nécessitent certainement d'être abattus un jour ou l'autre, il y a quand même quelques beaux arbres qui apparaissent et dont nous pensons qu'il serait intéressant de les conserver. À la page suivante, voilà, merci. Donc ceci donne en fait une idée, un dessin
en 3 dimensions de l'esprit qu'on essaye d'imaginer pour ces différentes maisons. Des maisons résolument classiques, toiture de pan, avec une brique qui correspond aux tonalités traditionnelles de la région, des façades traditionnelles avec des fenêtres alignées, assez classiques. L'objectif n'est pas de faire un groupement de maisons hors du commun ou particulièrement contemporain. Nous pensons en fait que ce qui est de plus classique, c'est ce qui vieillit mieux sur le long terme, c'est ce qui est le plus logique dans l'environnement de Godin. Voilà en quelques mots la présentation du projet et bien sûr, on est là pour en parler avec vous. Peut-être puis-je rajouter que donc ce sont des maisons 3 à 4 chambres avec chaque fois 2 salles de bain, donc des maisons type unifamiliales classiques avec des emplacements de parking nécessaires, au moins 2 à 3 emplacements de parking par habitation. Merci pour cette précision, effectivement. Est-ce que il y a des questions? C'est un peu différent de la réunion en physique, je l'avoue. Donc, n'hésitez pas à rétablir le son si vous voulez intervenir et si c'est plus facile pour vous. Monsieur Lefranc, n'hésitez pas à rétablir le son, sinon on ne vous entendra pas. Donc, c'est vraiment dans le fond de l'écran, vous cliquez, je ne pourrais pas le faire pour vous, vous cliquez sur rétablir le son. Voilà. Voilà, et c'est test son, vous m'entendez bien? Très bien. Tout à fait. Tout d'abord, bonsoir, merci pour votre présentation. Comme ça, de prime abord, ça a l'air d'être un projet très dynamique et bien intégré dans l'optique de la rue. En fait, pour me présenter de façon plus précise, je suis un des voisins directs du projet, vu que je suis la maison qui longe en fait l'entièreté du terrain boisé. Du côté, pas du côté du magasin Spar à l'opposé, donc vraiment de la grande partie boisée. Et donc, vous avez déjà, via votre exposé, répondu à pas mal de questions concernant l'aspect qu'aura le projet quand il sera fini. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, en sachant que nous ne sommes pas une habitation privée, mais un gîte. Donc, c'est un meublé qui est mis en location pour des gens qui viennent de l'extérieur. C'est de voir un petit peu, au même titre que les gens de la rue, quels vont être un petit peu les impacts et les désagréments de l'installation de ce nouveau quartier. Parce qu'on se rend bien compte que vous n'allez pas téléporter tout le quartier en une seule fois. Et donc, c'est de voir un petit peu quels sont vos plannings, votre organisation, pour voir à quoi s'attendre dans les mois à venir quand vous aurez entamé le début du projet. Je sais bien, c'est une question qui est fort ouverte, mais ne sachant pas très bien si vous vous attendiez à ce genre de questions et que vous allez parler des travaux en général et qu'on va affiner, ou si vous préférez des questions bien précises et échelonnées. Ok, écoutez, bonjour Monsieur Lefranc. Donc je vois vous habitez, vous êtes le terrain de fond, c'est ça? Donc en fait, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par terrain de fond? Vous avez une allée qui longe et puis l'habitation. Voilà, c'est ça. Je suis le côté où il y aura 5 maisons. Moi, j'ai une allée. J'ai l'allée et après, notre propriété se retrouve un petit peu en arrière des habitations de la rue qui sont à franc de rue. C'est très joli. J'ai pu voir votre habitation il y a quelques jours encore. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, forcément, on ne vient pas avec des grues et des maisons préfabriquées. Notre philosophie, c'est de faire du joli et du traditionnel. Alors, il y en a qui ont d'autres philosophies. Il y en a qui veulent faire du contemporain préfabriqué, qui vont révolutionner le monde de l'architecture. À chacun sa mission, c'est pas la nôtre. Donc, en fait, nous, on construit de manière traditionnelle. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que
ce qui crée un peu de charroi, c'est le gros œuvre, en fait. Donc, c'est monter les murs, Oui. apporter le bois pour faire le toit et déposer les tuiles. Oui. Voilà, les châssis, c'est un jour, en fait. Les châssis sont déposés le jour 1 et sont montés le jour 2 pour pas qu'on les vole. Donc ça, c'est très, très rapide. Et le gros œuvre, d'après notre expérience, dure plus ou moins 3 mois, en fait. Donc on va être un gros trimestre pour monter les murs et faire le travail qui demande des petits camions. Ici, on va pas travailler avec des gros camions parce que l'environnement ne le permet pas, mais si vous voulez, la circulation de petits camions, c'est pendant un gros trimestre. Voilà. Après, vous avez les camionnettes des plombiers, des électriciens, des plafonneurs et toutes des choses-là. Non, oui, mais ça on se tient compte. Voilà. Oui. Voilà. Mais Luc, tu veux rajouter quelque Oui, chose? juste pour compléter, donc, préalablement à cela, donc, il y a la fondation de la route qui est préparée. Donc, en fait, le fond de coffre de l'extension de la route est préparé de manière à ce que les camions roulent et les camionnettes roulent sur un fond de coffre. La route est terminée seulement à la fin, une fois que les maisons sont toutes érigées et terminées. J'ajoute que on a prévu, dans la mesure du possible, d'utiliser cette fameuse venelle existante, en fait, pour amener une partie du charroi, de manière à limiter le passage dans la rue Saint-Roch. C'est une rue qui a une certaine largeur assez étroite, mais qui est en fait suffisante pour faire passer un petit camion ou une camionnette sans problème. Donc, ce serait une des possibilités pour limiter le charroi pendant ces fameux 3 mois. Ok. Je voulais savoir aussi, parce que bon, on ne connaît pas nécessairement, c'est pas du tout mon domaine, mais par exemple pour les fondations des maisons, ce sont des camions normalement citernes avec du béton pour des fondations de béton, etc. Il va avoir un défilé de camions parce que là c'est avec prise rapide, donc il va avoir un défilé de camions les jours où vous ferez les fondations. Disons que oui, effectivement, on va faire des fondations et Dieu merci pour les gens qui vont y habiter. Et donc, ça va être des fondations en béton, en effet. Donc, ça, on devra passer par là. Maintenant, c'est quelques jours, ça. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. On a un chef de chantier qui est fabuleux et on sait à l'avance, plus ou moins, quand sont les dates auxquelles, qui sont réservées pour notre chantier. Donc, il y a encore moyen de s'organiser derrière ça. Oui. Oui, enfin bon, là je parle égoïstement, mais je veux dire, ce sera le même impact pour l'entièreté de la rue. C'est que en fait, d'après ce genre de situation, nous devrons adapter nos réservations parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un qui loue notre gîte pour un coin boisé, paisible, et d'arriver en plein milieu d'un charroi de camions. On comprend, hein, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un touriste bloqué entre 2 camions. Ce qu'on peut comprendre, d'autant plus qu'avec les tonnages des camions, on ne peut pas commencer à rentrer dans les allées des gens pour laisser passer les visiteurs, etc. Donc, c'est de voir un petit peu dans quel délai vous savez prévenir à l'avance pour... bon, là, je sais bien, c'est très particulier à ma situation, mais peut-être que ça intéressera aussi l'entièreté de la rue de savoir qu'à certains moments de la semaine, à certains moments du mois, bon, parce que bon, il y a des gens qui doivent aller chercher des enfants à l'école, il y a des gens qui doivent avoir des soins avec des soins à domicile, de planifier ça pour essayer d'impacter le moins possible, on va dire ça comme ça, la circulation naturelle de la rue. Tout à fait. Alors bon, pour répondre à cette question-là, vous avez vu l'espace quand même qu'on a pour mettre les 5 maisons. Vous avez vu que ce sont des grands terrains, donc on ne fait pas, nous ne faisons pas partie de la famille des promoteurs qui essayent de tout rentabiliser un maximum et puis à la limite après moi les mouches. On essaie de faire quelque chose d'assez joli, d'assez espacé. Et comme l'a dit Luc ici, on va devoir installer de l'empierrement pour pour faire un parking en fait pour les camions. Donc vous n'allez pas avoir la rue de Saint-Roch qui va être bloquée parce que les camions vont être stationnés dans cet grand espace qui va être un peu maintenant planifié. On va mettre de l'empierrement et les camions vont rester là en fait. Ils ne vont pas s'amuser. La rue Saint-Roch, ça n'arrange pas les camions de rester sur une rue qui fait 335 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait 3,35 m, ça ne va pas aller ça.
C'était en partie notre crainte, c'est que on voit une file de camions dans la rue et qu'on ne sache plus se déplacer, et qu'en plus, vu le tonnage, la route n'étant pas du tout adaptée, qu'à la fin de votre projet, ça je ne sais pas si c'est prévu, pas prévu, ça il faudra voir avec monsieur le bourgmestre, est-ce qu'il y a une rénovation de la rue par la suite ou L'objectif, ce n'est pas de détruire la route. Je pense qu'elle est. Non, oui, mais ça, j'espère bien d'ailleurs. De ne pas faire deux grosses ornières comme le ski de fond, hein. C'est pas ça. Mais bon, je suppose quand même qu'il y aura des dégradations. C'est inévitable. On dépose toujours dans ce genre de projet une garantie auprès de la commune. Dans ce genre de projet-là. Donc, les communes retiennent toujours un petit montant et demandent un montant de garantie au cas où il y a eu des dégradations. Et ce qu'on fait souvent avec les communes, c'est qu'on fait à la limite un état des lieux et on voit après. On ne travaille pas avec les cow-boys non plus. Hein, donc, nous, on est assez classique, mais bon, on travaille aussi avec des gens qui sont assez sérieux, qui sont habitués à gérer des gros chantiers. Donc, c'est par expérience, hein. Je sais que vous pourriez avoir les meilleurs camionneurs du monde. Comme vous savez bien, vous êtes venu sur place, la rue est quand même fortement étroite. Il suffit de se décaler de 5 cm, ce qui n'est pas énorme, et le camion peut, je ne sais pas, j'invente, moi je n'ai pas les plans, peut passer sur l'égout ou sur, que sais-je, qui passe, qui est sur le terrain, mais pour dévier un petit peu le camion, un moment d'inattention, 5 minutes, et hop, 5 cm, et on est sur le côté. Maintenant, on construit quand même dans des centres urbains dans le Brabant wallon, et on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et quand on construit dans des centres, et le Brabant wallon est plus urbanisé que chez vous, on n'a jamais eu ce type de problème-là. Donc, je pense que à la limite, ici, le projet ici jouit d'un espace qui est bien plus grand que d'habitude. Ah bah on est très heureux de l'entendre. Tant mieux. On ne s'y connaît pas, nous. Hein, donc, il n'y a aucun souci. On est là pour répondre aux questions. Oui. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir, parce que moi, j'ai toute une liste de questions, vu que je suis totalement impacté. Attendez, parce que j'ai un de mes voisins qui est ici et qui voudrait savoir… À quelle distance sera construite la première maison par rapport à la maison ? Donc, c'est mon voisin qui est… c'est la dernière maison de la rue. Du côté Spar. Non, justement, l'inverse. C'est la maison qui longe notre allée. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur le plan et que je vous guide. Je peux revenir sur le plan sans problème. Je ne sais pas si vous avez numéroté les lots pour avoir facile ou non. Non, mais j'ai compris. Je pense que c'était rouge ou vert, la couleur. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, on a compris. Voilà. Notre voisin qui longe. Le monsieur bourgmestre, il est juste dessus. Voilà, c'est cette maison. Tout à fait. Mais vous avez été très clair, monsieur Lefranc. Voilà. Donc, mon voisin voudrait savoir quelle sera la distance entre la séparation notre allée, on va dire ça comme ça, et le mur de la maison. De sa maison à lui ou de l'allée? Du chemin de notre allée. Hein, donc par rapport à votre allée, on est à plus de 4,50 m. Voilà, 4,63 m. Donc, on est bien au-delà de ce que la loi nous… Non, mais c'est parce que ce qu'il avait peur, c'est que parce que lui, il a une fenêtre directe sur le bois, ce qui est agréable pour le moment. Il n'avait pas envie de se retrouver avec un mur en visu tout de suite. Mais donc là, il y a la largeur de notre allée plus 4,50 m. Donc, exact. On est tout à fait cool. Ça va. OK. Et alors, il voudrait savoir aussi la hauteur de la maison. C'est un seul étage? Alors, vous avez sur la placette, donc nous on est assez sensible pour l'esthétique, donc en fait près de la placette, pour marquer la placette, vous voyez que les deux maisons sur la placette vont donner une certaine stature et verticalité pour qu'on voit cette placette. Et donc les deux maisons qui sont là ont un grenier aménageable. D'accord. Un peu plus haute. Donc un peu plus haut, mais on n'est pas dans des grosses hauteurs. Et les autres sont toutes des premiers étages engagés. Oui. Donc, celle proche de votre voisin, premier étage engagé, ça veut dire que vous n'avez pas une fenêtre pleine au niveau du premier étage, mais une fenêtre basse. Et puis, l'étage vient terminer à mi-hauteur. Et un mur aveugle
Ça va. Et le mur, donc mon voisin, hein, qui est dans sa liste de questions, à juste titre, est-ce que le mur qui est de son côté, est-ce que c'est un mur plein, aveugle, ou est-ce qu'il y a une fenêtre? On n'en sait rien, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. C'est beaucoup trop précis. On est à l'avant-projet. Voilà. Ah Donc, oui, non, de toute mais manière, bon. voilà. Non, je pense que en termes d'urbanistique, on a plus que le droit de mettre une fenêtre parce qu'en fait, on est au-delà du mètre 90 que le Oui, le bien règlement sûr. Non, mais civil c'était juste pour nous savoir. On pensait exige. que les plans des maisons étaient établis, donc on voulait savoir ce que vous aviez pris. On est en train de travailler dessus, mais on n'en est pas encore là. D'accord, ok. Et donc, Juste par curiosité, vous n'êtes peut-être pas obligé de me répondre, c'est peut-être indiscret, mais les maisons, elles sont déjà vendues? non. Ah, non. Ah oui, non, mais je ne sais pas. Il y a des gens qui travaillent sur plan. Hein, donc, Alors, de nouveau, ça c'est important, c'est très important. Nous, on n'aime pas le mot promoteur parce qu'en fait, on trouve que ce mot est associé à parfois des… péjoratif, oui. Ouais, il y a un aspect péjoratif et en fait, et c'est pour ça qu'on est arrivé à avoir des articles dans la Libre Belgique, dans le Trends Tendance et dans d'autres, pour dire voilà, on essaye quand même de faire du joli. Et ce qu'on fait aussi, et ce qui doit rassurer normalement tout le monde, c'est qu'en fait, on construit en fait. On construit tout. Oui, oui. On ne va pas vendre sur plan. Donc la commune et le voisinage auront une vue exacte de ce qui va exister parce que ça va dans notre permis, on va réaliser ce que le permis dit en fait. Donc on ne va pas vendre des lots et laisser à monsieur un tel, à madame un tel le loisir de faire des choses qui vont pas être harmonisées. On dessine quelque chose d'harmonieux pour terminer la rue et on réalise exactement ce qui a été déposé. Ok. Donc, en fait, on ne vend que quand c'est construit, entièrement construit, les haies plantées et les parkings faits. Donc ici, donc si j'ai bien compris, c'était dans l'introduction de votre présentation, vous faites les 8 maisons en une seule fois. Hein? Oui. Oui. Ok, oui. Ça va. Et attendez, parce que j'ai mon voisin qui voudrait une précision. Le projet peut commencer dans combien de temps? Est-ce que votre voisin est un acheteur potentiel qui pose autant de questions comme ça? Oui. Ah, en plus, bon. Mais il a un masque, donc vous ne sauriez pas le reconnaître, mais il va venir quand même se présenter. Mais, Ok. Mais méfiez-vous de Jules. Non, c'est pas Jules. C'est pas Jules, pardon. C'est Eric. Ah oui. Bonjour. Le président d'Éric Duchesne. Bonjour, monsieur Duchesne. Oui, mais moi j'habite la maison qui est tout en bas près du Spa. Tout à fait. Voilà. On a entendu parler de vous et on viendra vous voir, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et le chemin pour monter n'est pas fort solide. Il faut faire attention. Les camions, etc. Tout à fait. Voilà. Non, voilà, c'est pour voir éventuellement quand est-ce que les projets pourraient commencer. Écoutez, on écoute d'abord les riverains, on déposera un permis et quand on aura un permis, on en saura un peu plus, mais à l'heure actuelle, c'est un peu tôt de le dire. Ok, ça va, super, merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Alors, j'ai une toute dernière question. Enfin, je sais bien, je tiens beaucoup le crachoir. Les autres peuvent intervenir. Hein, je ne veux surtout pas Oui, ils peuvent crier. Mais je suppose que mes questions, enfin, je veux dire, sont relayées par l'avis des autres. Bon, on est bien conscient, et vous l'avez dit dans votre exposé, qu'il va falloir déboiser. Là aussi, ça, enfin, je veux dire, occasionner, à juste titre, on n'a pas le choix, beaucoup de bruit, parce qu'on a eu l'expérience juste derrière nous il y a quelques mois où ils ont ils ont coupé beaucoup d'arbres. Et là aussi, on voudrait savoir plus ou moins quand ça pourrait se faire. Alors bon, écoutez, les tronçonneuses électriques ne sont pas encore tout à fait au point. Oui, donc, on va devoir sans doute utiliser des tronçonneuses vraiment les gros calibres thermiques. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. On peut, de manière très facile, vous communiquer les dates d'abattage. Ça, c'est pas un problème. Parce que, bon, il faut bien vous rendre compte, là j'en reviens encore à ma situation propre, mais bon, le désagrément est pour tout le quartier, mais moi, je vais pas me permettre de louer à quelqu'un. Vous imaginez, il vient ici pour se reposer et entendre des tronçonneuses à longueur de journée. C'est pas le truc le plus chouette du monde quand on se… Je comprends. On est bien d'accord.
Et en fait, en plus, c'est un bois qui n'a pas beaucoup été entretenu. Et Non, donc, de ah toute non, façon, ça, indépendamment du projet de oui, construction, c'est de toute oui. façon un bois qui doit être éclairci et nettoyé. Donc, On est bien d'accord. On c'est l'a pas lié. marqué plusieurs fois et malheureusement, il n'y a jamais eu de suivi. Mais bon, voilà. Mais en fait, ce projet, il vous propose de terminer la rue une fois pour toutes, si je puis me C'est ça. permettre. Vous aurez les arbres abattus, la rue terminée, une place de retournement, les maisons seront construites. Voilà, donc c'est Mais quand même garder au fond du jardin le maximum d'arbres, hein. On n'a Oui, aucune mais envie on voit bien que votre projet est un projet de taille humaine, hein. C'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un projet de promoteur qui veut rentabiliser au mètre carré un maximum de choses. Ici, on voit bien que c'est quelque chose qui est encastré dans le milieu naturel et qui ne dénotera pas par rapport au reste. Ça reste dans le prolongement du type et dans l'état d'esprit de la rue et de la région ou du village. c'est ce que nous pensons. c'est le but. Merci. Oui, mais voilà. Je Peut-être pense que votre présentation a apaisé quelque chose dans la rue. peut-être un petit mot de complément. Donc la commune à ce stade-ci ne s'est pas encore prononcée officiellement sur le projet puisque on souhaitait aussi entendre la réaction des riverains et c'est la raison pour laquelle on a organisé cette rencontre. Mais néanmoins, je voudrais quand même dire une chose, c'est le fait que d'un point de vue des nuisances qui sont inévitablement liées à tout chantier de construction, on a effectivement ici, nous semble-t-il au niveau du collège, la conjugaison d'un projet qui reste effectivement à taille raisonnablement humaine et qui en même temps a l'avantage de finaliser en une fois, plutôt que d'avoir une situation où on a deux lots qui sont faits en 2022 et puis un lot en 2023, etc. Donc voilà, je voulais simplement ajouter ce point-là qui nous paraissait à nous aussi positif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc n'hésitez pas parce qu'il y en a beaucoup dont malheureusement on ne voit pas le visage. Et donc là, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rétablir le son et à prendre la parole. Oui, Je vais couper le son pour éviter les. oui, tout à fait, Monsieur Avec Président, les oui, autres. oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir, Monsieur Franck. Je ne sais pas si on m'entend. Tout Oui. à fait. Tout à fait. Mais Monsieur Lefranc, je pense qu'il a très bien parlé déjà. Moi, je me présente, on est Gilbert et Anne. On a la propriété qui est tout à fait dans le fond. Vous voyez. Oui, donc c'est la maison des grands-parents des Cats. Ouais. Voilà, Ouais. d'accord. On ne connaissait pas les casses, mais voilà. Voilà, donc on sera évidemment fort impacté par tout ce projet-là. Et on a actuellement aussi une servitude sur ce terrain. Oui, tout à fait. Il y a une servitude de passage qui démarre au Spar, je pense, hein, et qui remonte jusque chez vous. Et qui n'est actuellement pas exactement comme elle devait être, parce qu'elle devait être beaucoup plus large là où vous voyez la rue que vous faites. Là, je ne vois pas, je ne comprends pas ce que vous dites. Je vais reprendre le plan, peut-être. Vous parlez de la Venelle ici, Monsieur Pléguer. Nous, on monte là du Spar et quand on va à gauche, Ici. cette rue-là, actuellement, dans mes documents que j'ai, elle devait être beaucoup plus large que je suppose que c'était prévu pour les camions aussi qui pouvaient rentrer par mois parce qu'actuellement, on est fort embêté parce que le propriétaire actuel, il a coupé la route et Oui. je ne sais même pas si au cas d'incendie, il y aura un pompier qui pouvait rentrer chez moi. Oui. Alors, oui, vous avez raison, mais c'est effectivement les propriétaires qui l'ont fait. Nous, le but aussi, c'est non seulement, comme disait le monsieur Bourgmestre, c'est de tout faire en une fois, mais ici, le poteau qui bloque cet accès-là va être enlevé, comme la commune, dans l'esprit et dans les discussions que nous avons avec
avec les personnes de la commune, reprendra la rue. Donc vous aurez une rue normale et ce poteau qui a été coulé en béton sera enlevé forcément. J'avoue que c'était surprenant comme situation et on n'y est pour rien. Oui, oui, évidemment. On l'a constaté comme vous sans bien comprendre. Si vous voulez, on essaye avec finesse de résoudre ce problème-là, et ce problème-là sera résolu si on arrive à nos fins, parce que de toute manière, voilà, Ouais. le poteau ne pourra plus rester là, donc il sera enlevé. Je suppose qu'on aura l'occasion aussi de se rencontrer. Avec grand plaisir. Voilà, pour voir ça un peu plus en détail. Oui, parfait, avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, tout à fait. Bonsoir, donc je me présente à Nicolas. Donc, Bonsoir. j'habite en face de chez Monsieur Meis, donc au milieu de la rue Saint-Roch, avec ma maman et mon frère. Pour les personnes qui ne le savent pas, on va comprendre pourquoi, je suis la petite-fille de feu Jean-Nicolas, l'ancien échevin des travaux de la commune d'Ivoire. Et en fait, j'ai plusieurs questions à poser, que ce soit à messieurs les entrepreneurs ou ici aux membres de la commune, à savoir les échevins et les membres de l'urbanisme. Donc voilà, ma première question, c'est déjà à la base, pourriez-vous nous donner une explication sur l'organisation de cette réunion? Avant que vous ne répondiez, je rappelle que l'immeuble à appartements se trouvant à la rue Grande, près de l'ancienne école communale, n'a donné lieu à aucune réunion de quartier, tout comme la construction actuelle de l'immeuble à appartements se trouvant rue Grande, jouxtant le pont du chemin de fer et le début de la corniche. Oui, je peux vous donner une explication dans le sens où nous avions ici sur le quartier Saint-Roch une préoccupation puisque des projets antérieurs avaient donné lieu quand même à des réactions assez négatives de la part de plusieurs riverains et qu'il nous semblait effectivement intéressant d'avoir cette présentation qui nécessitait bien entendu un accord des développeurs du projet. Pour le reste, dans le cas des immeubles que vous évoquez, si ma mémoire est bonne, il y a bien eu enquête publique, il y a bien eu consultation des dossiers d'urbanisme qui ont été possibles. Il y a eu d'ailleurs là également un certain nombre de réclamations qui ont été introduites et si ma mémoire est bonne, je parle sous contrôle de Catherine Navet, le dossier de la rue Grande à côté de la maison dite espagnole est un dossier qui a été représenté à de multiples reprises suite aux différentes plaintes et réclamations qui ont été introduites. Et donc, l'organisation de la réunion de ce soir vise tout simplement à fluidifier la communication et à prendre en compte un maximum d'éléments avant d'avancer plus loin dans le dossier. Ok, merci. Ma deuxième question, c'est pour quelle raison effectuer cette réunion dans un délai aussi court et par visioconférence, alors que toutes les personnes ne sont pas munies d'un ordinateur et ou d'une connexion Internet et ont encore moins l'habitude de réunions par visioconférence? Et même en dehors de toute problématique informatique et du faible taux de connexion quand même par rapport au quartier, pourquoi une telle urgence alors que nous sommes en pleine pandémie, que bon nombre d'hôpitaux sont au stade de la saturation et que nous sommes à la limite des confinés? Je pense que l'expression show must go on serait très malvenue actuellement et que nous devrions plutôt tâcher de faire en sorte que tout le monde prenne soin de sa personne et de son entourage plutôt que de penser à construire dans un quartier. Et je pense que prendre soin, c'est ce qu'on essaye de faire en organisant cette vidéoconférence où chacun peut effectivement participer de chez soi. Le fait que tout le monde n'ait pas eu la possibilité technique de le faire ou que cela pose un problème, comme je l'ai dit tantôt, nous enregistrons effectivement cette rencontre et elle sera diffusée, disponible sur le site internet de la commune de façon à en assurer la publicité la plus large. Ok. Pour messieurs les entrepreneurs, une question pour vous. Vous êtes du Brabant wallon. En quoi la vie des habitants d'un quartier peut vous intéresser? Car sauf erreur de ma part, le but final de votre métier est de faire un bénéfice sur votre investissement, rien de plus. Je me trompe?
pense que sur le rien de plus, vous vous trompez fortement. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de bien faire et de faire des choses jolies. Et quand on a des enfants qui s'intéressent à ce que vous faites, on a envie de leur montrer des choses qui vont être bien réalisées, non pas l'année prochaine, non pas dans 2 ans, mais dans 10 ans. Et donc, ce qu'on entreprend et ce qu'on fait, ce qu'on réalise, on a envie de le montrer à nos enfants, on a envie de le montrer à nos amis et de dire, t'as vu, ça c'est moi. Voilà, ça s'appelle, je sais pas, envie de bien faire ce qu'on entreprend. Donc effectivement, je pense que vous vous trompez quand vous dites que nous faisons partie d'une catégorie de gens qui ne pensent que à l'argent. Mais par contre, là où vous avez raison, c'est que c'est notre métier. Et il y a beaucoup de métiers, il y a plein de gens qui font un métier et chacun doit gagner sa vie. Et effectivement, ces projets doivent rencontrer évidemment un critère de rentabilité minimale. Mais je crois que jusqu'à preuve du contraire, tout le monde gagne sa vie, chacun dans son domaine, et c'est bien normal. Ok, et encore une fois, sauf erreur de ma part, je pense que même si des habitants d'un quartier comme le nôtre seraient au bout du compte peut-être opposés à votre projet, ce n'est pas pour autant que vous allez l'abandonner si vous avez l'autorisation de bâtir, je me trompe? Mais disons que j'ai envie de vous répondre comme ceci. Vous habitez une maison rue Saint-Roch qui est dans une zone à bâtir. Donc vous avez pu habiter là et vous habitez dans une maison, donc quelqu'un a construit cette maison. Donc c'est la personne qui a construit votre maison. Peut-être que son voisin, il n'avait pas envie que quelqu'un vienne à côté de chez lui. Ceci dit, vous habitez quand même dans cette maison-là que vous occupez actuellement. Donc voilà, maintenant c'est d'autres personnes qui sont au bout de cette rue qui ont le droit de construire parce que c'est un terrain qui est en zone à bâtir. Et ce qu'on essaye de faire, et ce n'est pas le premier projet, comme vous le savez, monsieur le bourgmestre l'a rappelé, c'est essayer de le faire au mieux et le mieux possible. Ok. Monsieur le bourgmestre, j'avais demandé par mail à Madame Navet, mais je n'ai pas eu de réponse. Sur quelles bases légales vous n'avez pas souhaité transmettre à Monsieur Latour et moi-même l'esquisse du projet? Si c'est simplement sur le fait que vous ne souhaitiez pas de mauvaises interprétations, vous avez simplement engendré des interrogations et un cloisonnement de communication qui fait que nous pouvons vous répondre avec des arguments concrets. Et je soutiens que nous pouvons nous permettre de vous répondre dans l'improvisation sur cette esquisse, correction sur ce projet, comme faire la page d'actualité de la commune. Une étape a déjà été franchie, esquisse, projet, plan d'architecte, etc. Alors, la seule et unique raison pour laquelle nous n'avons effectivement pas souhaité transmettre à l'avance l'esquisse, qui était d'ailleurs au moment où ça a été annoncé une seule diapositive et qui était la vision axonométrique du projet, c'était tout simplement que la diffuser de cette manière-là, sans aucune explication complémentaire, n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée pour personne. Et qu'il nous paraissait important de pouvoir, pas spécialement nous, mais les développeurs du projet, qu'ils puissent effectivement expliquer ce qu'il y avait derrière et à côté de cette esquisse, comme on l'a effectivement vu lors de cette présentation. Il n'y a absolument aucune autre raison. Nous rappelons aussi d'ailleurs que on se situe ici dans une phase qui est purement d'information, qui n'est encadré par aucun texte légal ni quoi que ce soit. C'est simplement une volonté d'informer les riverains et de leur présenter ce qui est présenté aujourd'hui à la commune dans une phase préliminaire. Par ailleurs, et en fonction des dispositions légales, il y aura, en fonction des caractéristiques du projet, enquête publique et possibilité d'examiner dans tous les détails le projet ainsi que de faire les remarques qui sont nécessaires. Mais je me permets quand même de poser les questions, étant donné que c'est une réunion d'information. Donc, est-ce que l'esquisse a été présentée aux pompiers? Est-ce que ces derniers ont remis un rapport? Donc, Question pour qui? c'est pour nous la question? Oui. Oui, je suppose. Oui, donc on est en contact justement avec ce fameux centre de secours et forcément, vous ne pouvez pas
déposer un permis sans avoir l'avis des pompiers préalable. Et le rapport a déjà été remis? Non, non. Pas encore. Pas encore? Est-ce qu'il y a eu une étude de mobilité et d'incidence? Alors oui, là je vais répondre à la place de Monsieur Gaudissart et de Monsieur Regout, pas dans le cadre de ce projet-ci, mais dans le cadre de projets antérieurs. Donc, lorsqu'il s'agissait d'un projet qui comptait 10 habitations, 10 logements, il y a une étude assez approfondie de mobilité qui a été effectivement réalisée avec des simulations portant sur différents scénarios en termes de mise en sens unique ou maintien d'un double sens, fermeture dans un certain sens des voiries, etc. Donc tout ça a été fait de façon très détaillée, fin 2018, début 2019, donc ce ne sont pas des données anciennes. Ces données ont donné des indications sur des possibilités effectivement de mise en sens unique éventuellement, mais je dirais que ça c'est un sujet qu'on doit rediscuter ensemble aussi avec les riverains en fonction du résultat de cette étude. On peut dire en tous les cas qu'il n'y a pas une croissance, et certainement pas avec 8 logements, puisqu'on ne parle plus de 10 logements, mais de 8 logements ici. Il n'y a certainement pas une croissance absolument phénoménale de la circulation dans le quartier. Est-ce que l'esquisse a déjà été soumise à un fonctionnaire délégué de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement, et ce suivant la loi du 29 mars 1962? Enfin, le permis va être soumis à la région comme dans Oui. les permis. Donc, je pense qu'il faut bien imaginer, alors ça peut peut-être surprendre un petit peu, mais qu'on en est ici à la phase qui précède le dépôt du permis d'urbanisme. Donc forcément, les étapes qui sont les étapes de passage par la région, par le fonctionnaire délégué, etc., sont des étapes qui se dérouleront ultérieurement. Et si on le fait de cette manière-là, ben, c'est précisément pour essayer de tenir compte d'un maximum d'éléments et de façon à anticiper et avoir un dossier qui arrive chez le fonctionnaire délégué avec un maximum d'informations. Et donc, il n'a pas encore été soumis au fonctionnaire délégué, forcément. C'est de même, ça n'a pas été soumis au conseil communal, vu que cela va engendrer l'élargissement et la modification du tracé des voies de communication. Absolument. Exact. Ok. Étant donné que la voirie existante de la rue Saint-Roch serait démolie quand même, il va avoir quand même des dégâts par le charroi important des travaux et de la construction des habitations. Avez-vous envisagé de faire de la rue Saint-Roch un quartier distinct? À savoir que l'accès aux nouvelles constructions ne se ferait nullement par la rue Saint-Roch, mais par le chemin côté Rudemont. En bref, deux clos totalement distincts qui pourraient très bien être des zones résidentielles, et ce au vu de la circulaire du 23 mai 2011, étant donné que la rue Saint-Roch entre dans les conditions. Mais comme je l'ai dit, la question de mobilité a fait l'objet d'une étude où on a un certain nombre d'indications. Jusqu'à présent, ça n'a pas été approfondi plus avant, puisque il n'y avait pas de projet définitif sur l'extension donc du quartier. Ce projet va maintenant peut-être être déposé donc par les développeurs du projet que nous avons en face de nous. Et en fonction de l'avancement donc de ce dossier d'urbanisme, on poursuivra effectivement la réflexion sur la mobilité. Ce que vous évoquez est une des possibilités qui n'est pas sans poser des difficultés, puisque, comme vous le savez, la venelle privée actuellement qui remonte depuis le Spar vers le quartier est quand même extrêmement étroite et ne permet que très difficilement des croisements de véhicules, mais la réflexion sur la notion de quartier résidentiel est une réflexion qui sera certainement réalisée effectivement dans le cadre de la réalisation éventuelle d'un projet d'extension d'habitat comme celui-ci. Donc, à l'heure actuelle, je dirais, on ne ferme aucune possibilité. On a des études de mobilité qui sont disponibles et on verra avec les riverains
ce qui est la solution la plus intelligente et la plus efficace. Et au niveau des réparations de la rue Saint-Roch, au cas où si ça se faisait, Mais je pense que ça a été évoqué, oui, ça a été évoqué il y par aura Monsieur une Le garantie au niveau des entrepreneurs, mais ce n'est qu'une garantie. La note totale, qui va la payer? C'est la commune. Mais comme ça a été répondu à Monsieur Lefranc, quand des situations comme celle-là se présentent, il y a un état des lieux qui est réalisé avant le démarrage du chantier, un état des lieux qui est réalisé à l'issue du chantier, et s'il y a des dégâts qui ont été occasionnés, c'est effectivement l'entrepreneur qui est responsable de ces dégâts qui devra payer la facture. Alors, ma question, voilà, j'en ai plus que deux au cas où. Comme ça, ce sera fait. Si l'accès par le chemin du côté Rue-de-Mont, admettons, est infaisable, est-ce que vous pourriez appliquer un des droits de l'article 16 de la loi du 29 mars 1962, à savoir le droit de l'interdiction de bâtir, qui peut être possible par le conseil communal? Je ne vois pas en quoi les terrains dont on parle ici sont impossibles d'accès. Le fait que la voirie qui monte, privée d'ailleurs, qui monte de la rue de Mont vers les terrains, le fait que cette voirie soit étroite ne signifie pas qu'elle soit impraticable. En plus, c'est une voirie privée et de toute façon, l'accès par la rue Saint-Roch est un accès qui, lui, est incontestablement public et communal et qui donne accès au terrain dont on parle. Ok. Alors, juste une petite chose par rapport au piquet qui se retrouve au bout de la rue Saint-Roch. Il sera déjà, je pense, enlevé avant que les entrepreneurs le fassent, et ce suivant l'article 30 de la section 3 du RGPA de la commune d'Ivoire, monsieur le bourgmestre. Je vous renvoie à cet article-là et le piquet devra s'en aller. Alors, on va examiner la question. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça parce qu'il y a les questions de largeur de voirie, etc. Mais on va examiner la question. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Je sais vous lire l'article. Je l'ai même sous les yeux, mais Oui, ça, mais je vais je connais éviter de le l'article. faire par rapport aux autres. Je connais l'article. La dernière chose, c'est que ça, c'est la petite pointe d'humour pour terminer. Avant de parler d'esquisse et de construction, monsieur le bourgmestre, il serait peut-être judicieux qu'en cas de neige ou de gel, le camion de sel passe dans la rue Saint-Roch, car nous faisons partie des oubliés de la commune d'Ivoire. Nous y penserons. J'espère. Voilà, bonne soirée. Merci. Mais pour terminer sur une petite note humoristique, il y aura une aire de retournement pour le camion de sel. C'est pas le but. Je peux vous dire, messieurs les entrepreneurs, que c'est pas du tout la vision de la majeure partie de la rue Saint-Roch. Voilà. Merci en tous les cas pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Lefranc, rétablissez le son, monsieur Lefranc. Voilà, j'ai rétabli le son. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je pense, parce qu'il y a eu tellement d'informations ce soir que cette information-là nous a peut-être échappé, la durée globale du chantier va s'étendre sur combien de mois? Je dirais que c'est entre 12 et 16 mois. 12 et 16 mois. OK. Et donc, c'est vous qui construisez ou vous faites appel à un constructeur? Donc, excusez-moi. Donc, pour revenir entre 12 et 16 mois, c'est la totalité. Donc, le premier mois, c'est le premier jour, c'est l'abattage des arbres et puis on fait des chaises et tout ça. Et alors, les derniers mois, c'est les pires parce qu'en fait, les chantiers n'avancent jamais, en fait. Donc, vous allez avoir un plombier par semaine qui viendra, un électricien qui viendra. Et c'est toujours ce qu'on appelle les queues de chantier qui traînent. Et donc, en fait, ça ne crée aucun trafic, mais ça traîne toujours. Ok. Et donc, pour revenir, c'est vous qui construisez ou vous faites appel vous êtes maître d'ouvrage ou vous êtes constructeur? On est maître d'ouvrage. Et je peux savoir à qui vous faites appel pour la construction globale?
on fait des appels d'offres avec des sociétés, mais ce ne sont que des grosses sociétés qui ont pignon sur rue, qui donnent des garanties et qui résisteront et traverseront la période du Covid sans aucun problème. Ok, ça va. Ben, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Je vous souhaite une bonne soirée et je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Parfait. Merci, Monsieur Lefranc. D'autres questions? Ou bien nous sommes tous épuisés? Monsieur Dardenne. Oui, Monsieur le bourgmestre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous serons positifs, je pense, par rapport au projet qui nous a été montré. Juste en termes de planning, puisqu'on a parlé de la problématique tronçonnage au niveau du bruit, de la problématique du gros œuvre au niveau des mouvements de camions, est-ce qu'on peut envisager en fait la planification de ces travaux durant la période automne-hiver? Donc, est-ce que dans les conditions en fait d'acceptation d'un chantier, on peut rentrer dans ces conditions-là? Donc, ce qui permettrait d'éviter le tronçonnage et donc les gros bruits, notamment en plein été. Je ne sais pas si c'est nous qui devons répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des horaires de chantier à respecter. Ça, c'est la loi. Pas avant une certaine heure le matin et pas après une certaine heure le soir. Le respect aussi durant les week-ends. Mais je n'ai encore jamais vu des conditions limitées à la saison. Il faut savoir qu'en fait, les congés du bâtiment d'office durent un mois entre mi-juillet et mi-août. Donc là, automatiquement, vous avez une période de quiétude automatique. Mais c'est vrai que quand il fait sec, s'il faut faire des travaux de terrassement par exemple, il vaut mieux le faire quand il fait sec que quand il fait maintenant. Sinon, c'est un tas de boue. Ça, il faut éviter. Et donc, il y a la période de congé, des congés du bâtiment qui s'impose à tout le monde, et de mi-juillet à mi-août. À ce niveau-là, c'est sûr. Oui, au-delà de ça, pour ce qui est de la commune, effectivement, et Catherine Navet peut intervenir pour me corriger le cas échéant, mais ce n'est pas la tradition, effectivement, des communes d'imposer, dans le cadre des permis d'urbanisme, des périodes de travaux non autorisés ou de travaux autorisés. Par contre, pour des travaux dans le domaine de l'élagage, etc., là, c'est un peu différent. Il peut y avoir des règles qui sont imposées par le DNF et par le Code de l'environnement. Déjà, à ce niveau-là, normalement, tout ce qui est pour couper un arbre, ça se coupe pas quand la sève est levée. Donc, c'est plutôt une période hivernale. Donc, automatiquement, ça va rencontrer votre attente. Fait ici pourtant, c'est Dorothée. Ok. Et alors, là, je m'adresse peut-être davantage à l'administration communale. Est-ce qu'il y a une vision par rapport au bois qui restera en place derrière les habitations, les 5 habitations du côté de Monsieur Lefranc? Parce que le bois est quand même assez profond, avec des arbres, de vieux arbres qui n'ont plus guère de valeur. On a dit qu'ils arrivent à maturité pour la plupart. Donc, ma question, notamment par rapport aux nouveaux habitants, c'est de se retrouver au fond de leur terrain de 8-10 arts avec des arbres qui font du 15-20 mètres de haut et donc une esthétique de fond de terrain qui n'est quand même pas très agréable. Et je pense, je ne sais pas si Monsieur Lefranc peut réagir vis-à-vis de cela parce qu'il est directement concerné également. Oui, ce n'est pas, sauf erreur de ma part, ce n'est pas une propriété communale. On arrive là, je pense aussi dans le domaine de l'accueil Sainte-Dorothée, assez rapidement. Et donc... En fait, ce qu'il faut savoir, excusez-moi de vous... Oui, non, allez-y. C'est que, effectivement, pour rejoindre la remarque de Monsieur Dardenne, il y a plusieurs arbres qui, lors des différentes tempêtes qui se sont succédées fin de l'année dernière, menaçaient très fortement de tomber sur l'habitation, sur le gîte. Et donc, quand on a fait appel aux promoteurs à ce moment-là, qui étaient Thomas et Piron, qui ont une équipe spécialisée dans l'élagage, ils sont venus sur place, constater, et ils ont dit que de toute façon, si ça tombait, ça tomberait vers l'intérieur du bois, donc je ne devais pas me sentir menacé. Pour rejoindre l'avis de mon cher voisin, effectivement, si vous venez voir,
je ne vais pas dire qu'il y a un tiers des arbres, mais il y a une très grosse proportion des arbres qui sont déjà couchés ou qui sont retenus par d'autres. C'est peut-être, bien sûr, il y a le côté esthétique. Bon, moi, la terrasse du gîte, elle donne directement sur cette bande d'arbres qui, quand j'ai acheté, on m'a dit que c'était une bande Natura 2000 ou quelque chose comme ça, qui serait de toute façon conservée par la porte ou par la fenêtre, c'était inévitable. Mais effectivement, et là je ne sais pas très bien de qui ça dépend, parce que quand j'ai voulu faire intervenir Thomas et Piron, ils m'ont dit « Ah non, cette partie-là, non, on n'y touche pas ». Alors qu'eux, ils avaient un projet pour l'ensemble de la parcelle. Donc, effectivement, je ne sais pas si ça fait partie des promoteurs, est-ce que ça fait partie de la région wallonne, parce que c'est quelque chose de nature et forêt. La région wallonne, certainement pas. Enfin, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Non, Monsieur Baumet, donc effectivement, le projet ne couvre pas l'arrière du bois, effectivement. Oui. Mais je pense que si c'est un souci de sécurité, on va se faire votre relais et en parler aux propriétaires du terrain, qui sont responsables des arbres qui sont... Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous aurez au moins une réponse que nous n'avons jamais eue depuis de nombreuses années. Eh ben, je vous reviendrai sur ce point-là. Il y a aucun souci, on vous garantit qu'on vous revient sur ce sujet. Et on va venir voir même. Et je le partagerai à l'ensemble des gens de la rue qui se promènent effectivement et qui profitaient du bois avant le monstrueux pylône qui ne ressemble à rien au plein milieu de la route et qui a été mis par ses soins. Tout à fait. Écoutez, on essaye de faire au mieux. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, sincèrement, je pense que vous n'êtes pas du tout concerné par cet aspect-là parce que ça déborde très largement de votre projet. Ça n'empêche qu'on peut le regarder aussi. Merci. Et pour compléter, en enfermant quelque part une partie de ce bois qui est donc privé, l'arrière du bois, ça va encore compliquer davantage sa gestion et convaincre davantage le propriétaire de ne rien y faire, quoi. Donc c'est un reste de bois qui sera laissé à l'abandon, sauf les injonctions communales, enfin qui peuvent venir de l'administration communale par rapport à la sécurité, mais c'est un bois qui va être abandonné. Il est déjà. Je ne pense pas, parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas enclaver une parcelle. Donc, il faudra laisser un accès, que ce soit latéral, par au-dessus, par en dessous. On va pas voir avec les propriétaires quel est l'objectif à ce niveau-là. Il pourrait aussi être repris par un des habitants d'une des maisons qui veut avoir un bois au fond de chez lui, où il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à ce bois, mais je ne connais pas les intentions pour l'instant. Mais l'idée, c'est de pas l'enclaver. C'est impossible, c'est ingérable. Et je pense même si c'est interdit d'enclaver une parcelle. Oui, tout à fait. Je crois. Est-ce que je pourrais me permettre, et ça je crois que c'est au nom de toute la rue, suite à la remarque de M. Dardenne, d'avoir une confirmation de la part de la commune que cette bande de bois ne sera jamais considérée comme bâtissable? Catherine, je fais appel à l'équipe et je pense que la réponse est mais il y a peut-être évidente. des recherches à faire. Hein, oui. Je sais qu'il y a une partie du bois. Il y a une partie du bois qui est en zone d'équipement communautaire et de service public, le fond du bois. C'est pas de la zone rouge. Mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas constructible. C'est pas du tout ce qu'on m'a dit quand j'ai acheté mon habitation. Mais enfin, bon, ça, je vais pas faire le débat ici. Et c'est ce qui fait partie du domaine de l'accueil Sainte-Dorothée, Catherine. Oui, c'est ça. Non, ça vous êtes derrière mon terrain, sur le côté. Oui, c'est ça. C'est la bande, le bois, quoi. Et alors après, il y a effectivement tout le domaine Sainte-Dorothée qui est bonjour. On se voit, c'est quand même plus pratique. Et donc, parce que nous, quand on a acheté, parce qu'on se doutait bien que le bois ne resterait pas encore des décennies inoccupé, d'autant plus qu'on savait qu'il était bâtissable, on s'est fait garantir que au niveau de notre bâtiment, donc vraiment dans tout le fond de notre terrain, que cette bande-là était complètement protégée, qu'on ne saurait jamais rien faire. Et là, vous avez l'air de me dire que c'est peut-être pas le cas. Non, mais on ne parle pas du même terrain. Et je vois qu'Étienne Defresne voulait prendre la parole. Étienne? Oui, bonsoir à tous. C'est suite à la question de Philippe Dardenne concernant les périodes
où il est possible de tronçonner. C'est une il y a quelques minutes, et cela, le règlement du DNF est relativement clair. Il y a une période du 1er avril au 30 juin correspond en fait à la période de nidification et où il est interdit de procéder à l'abattage, que ce soit des feuillus ou des résineux. Voilà peut-être une précision que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Merci Étienne. Je reviens sur la question du terrain. Donc en fait, Catherine, la question de Monsieur Lefranc porte effectivement sur le bout des parcelles des propriétaires actuels. Mais là, selon moi, on est hors de la zone bâtissable puisque ça va être considéré comme un terrain de fond et que la région wallonne n'accepte pas une construction sur ce type de terrain. Catherine? Oui, oui, c'est ça. Bien qu'on soit en zone d'habitat. Parce que pour que ce soit constructible, ici, en quelque sorte, on va le dire encore autrement, le caractère constructible de cette parcelle sera en quelque sorte épuisé par les constructions qui vont avoir lieu maintenant. Ça rejoint ce qu'on m'avait dit précédemment, ça. Voilà. Je pense que c'est logique, c'est logique. Pour qu'on puisse encore reconstruire là à l'arrière, il faudrait faire effectivement un chemin d'accès et on se retrouverait dans une situation que la région wallonne aujourd'hui refuse quasiment systématiquement, qui est la construction sur un terrain de fond qui n'a pas un accès direct à une voirie. Catherine, on est d'accord? On appelait ça une zone d'intérêt public qui est derrière dans cette zone-là. Oui, si on veut, oui. Ça, c'est sur nos actes, parce qu'on nous a dit la même chose, que c'était pas constructible. Voilà. Ouais. Nous, c'est ce qu'on nous a dit aussi quand on a acheté. Donc, voilà. Ça ne fait que confirmer. Mais donc, ici, là, je rentre dans du côté un petit peu plus technique qui n'intéressera peut-être pas tout le monde. Mais vu que notre cher voisin vend une partie uniquement de son terrain et non pas l'entièreté, il y aura un rebornage de l'entièreté des parcelles? Ça, c'est une question pour Monsieur Audissiabois. Je l'écoutais pas, je suis désolé, j'ai eu un moment. Mais je me doutais bien que. Mais vu que vous n'êtes pas concerné en direct, mais ici, c'est parce que vu que vous achetez qu'une partie du terrain qui appartient à un seul propriétaire. Oui. Je voulais savoir, vu qu'il va lui rester sur les bras, on va dire comme ça, la bande du fond, vous, ce que vous achetez, vous allez reborner. Oui. Je crois que c'est une obligation légale, passer géomètre, rebornage, etc. Ne fût-ce que pour vendre. Donc le plan de mesurage est obligatoire, et un plan de division, c'est obligatoire. Voilà, c'est ça, oui. Hein. Donc, par la force des choses, de toute façon, vous allez devoir reborner, ne fût-ce que pour vendre vos terrains et faire construire cela. Tout à fait, tout à fait. Ok, ça va. J'ai mes précisions. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi. Y a-t-il d'autres questions? Étienne, tu veux intervenir? Oui, une autre précision par rapport à une remarque faite par Monsieur Lefranc dans les minutes qui ont précédé concernant l'état du bois sur l'arrière du terrain, état dont il se désespère. Je le comprends, je suis passé par là il n'y a pas longtemps, effectivement, il y a une partie non négligeable de ce bois qui n'est pas entretenu, et là, il est toujours possible de faire appel à un agent du DNF, tout comme il n'est pas autorisé de laisser une maison se déglinguer, il n'est pas autorisé non plus, même à un privé, de laisser un bois non entretenu. Et l'agent du DNF peut passer et constater l'état d'abandon du bois et donc contraindre le propriétaire à agir pour le maintien dans l'état correct de sa propriété. Je ne savais pas. Bon, je remercie beaucoup pour cette précision. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on fasse appel à cette genre de procédure alors que, si tout se passe bien, le projet va commencer? Je m'adresse peut-être à
à vous, messieurs, de savoir si il est de bonne loi de commencer à faire cet élagage prématuré de la parcelle qui ne vous appartient pas avant que vous ne commenciez la vôtre. J'ai envie de vous dire que tout ça, c'est encore un peu prématuré. On prend compte du sujet, mais on va un peu regarder comment se déroule le permis et nous, on va en parler aux propriétaires. Ça, on vous le garantit. Donc, on vous reviendra. En fait, nous c'est parce que, bon, si ça a l'air de bien se présenter pour vous, hein, je n'ai pas envie que le propriétaire, parce qu'on s'est déjà frotté plusieurs fois au propriétaire et malheureusement... les propriétaires ont certaines personnalités. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Mais j'ai une très forte personnalité, comme vous avez pu le remarquer aussi. Et donc, maintenant que j'ai des informations beaucoup plus précises sur la façon de procéder et que j'ai le soutien de mes voisins qui sont ici présents, on ne va pas trop traîner pour faire le nécessaire. Mais donc, je vous invite juste, peut-être de nous laisser faire. Comme vous le savez, on est en contact avec eux. Apparemment, on arrive à débloquer des choses. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'être votre ambassadeur dans un premier temps. C'est pas du tout un problème. Je vous remercie même de vous proposer à cette tâche très diplomatique et très ardue. Mais ce que j'aimerais bien, alors, c'est une date d'échéance. Oui, mais ça, écoutez... faites comme vous voulez, hein, si vous souhaitez... Maintenant, si je vais me permettre d'intervenir, je me demande, à partir du moment où, dans le cadre du projet immobilier, vous allez devoir faire appel, je m'adresse donc ici aux deux développeurs, vous allez devoir faire appel à une entreprise forestière ou à un forestier pour procéder à un certain nombre d'abattages, d'élagages sur le terrain sur lequel vous voulez effectivement construire les maisons. Est-ce qu'il n'est pas de bonne gestion et de bonne guerre de proposer aux propriétaires actuels du terrain de profiter de cette occasion pour faire aussi un nettoyage dans le terrain qui restera sa propriété après le bornage? Je veux dire, c'est quand même assez évident que s'il y a un forestier qui est présent avec le matériel, il y a peut-être là une occasion à moindre coût de réaliser un certain nettoyage. Tout à fait. Là, bien sûr, ça répondrait à toutes nos attentes, mais bon, voilà, la balle est dans votre camp. D'accord. Il n'y a aucun souci. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. On fait ce qu'on peut. Ah oui, non, je sais bien qu'il n'y a pas de garantie de résultat, mais au moins vous aurez essayé, ou là on s'est déjà frotté. Écoutez, on a déjà essayé plusieurs choses avec eux, et je pense que les membres de la commune le savent. Il y a eu des évolutions, il y a eu des discussions avec eux, et voilà, pour l'instant, voilà, le courant passe. Je pense qu'il y a un certain respect de notre projet, et donc voilà, donc on essaie juste de maintenir une bonne communication, et c'est ça le plus important. Mais c'est bien, ça vous honore, c'est parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Y a-t-il d'autres questions?